Vanessa Masser. Je suis artiste, compositrice. J'ai un doctorat en musique électroacoustique. Je me suis toujours présentée comme compositrice de musique électroacoustique. J'ai fait plein d'affaires autour de ça aussi. Je fais aussi de l'astrologie, ce que j'ai pas mentionné. Je veux dire, là, je parle beaucoup de mes fonctions, là. Je trouve ça toujours très, très, très difficile de arrimer recherche académique niveau doctoral, qui a tendance à des fois être hermétique dans le milieu académique. Puis astrologie, ça a vraiment comme une espèce d'aura dans le monde, un peu New dans le Age. mainstream. Pas juste New Age, mais tu sais, superstitieux, comme naïf, genre. Puis, je veux dire, je suis tombée là-dedans parce que je m'intéressais beaucoup aux mythes, puis à tout ce qui est la mythologie ancienne, puis tu sais, les symboles, puis je voulais bien... Tu sais, j'ai étudié en littérature aussi, puis tu sais, comme en composition, j'aime ça m'inspirer, tu sais, comme de cultures différentes, puis juste comme voir un peu qu'est-ce que l'histoire nous disent, nous racontent, tu sais. Mm-hmm. À force de lire sur plein de mythologies, il y a tout le temps comme des choses qui recoupent l'astrologie, parce que l'astrologie a emprunté aussi beaucoup, tu sais. Puis, ben, c'est hyper mainstream, puis je veux dire, c'est plus connu que le tarot, c'est comme partout, c'est universel. Je suis tombée dans l'astrologie, puis j'avais des amis autour qui étaient comme curieux aussi, puis avec là, comme j'ai une amie qui revenait, qui était comme « Hey, ça m'aide vraiment », puis j'étais là « OK, tu sais, il y a peut-être une valeur à ça, tu sais. » Je pense pas que j'aurais continué si j'avais pas eu ce feedback-là de gens qui me disent que ça les aide. Moi, c'est Marianne Godbout. Je veux dire artiste multidisciplinaire. J'ai étudié en communication, puis j'ai été journaliste culturelle. Puis j'ai étudié aussi en scénarisation, puis en littérature aussi. Puis moi aussi, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui m'interpelle par rapport à ce qui est la symbolique, la mythologie, les mythes anciens et modernes. À la base, je m'intéressais plus au tarot, en fait. J'ai déjà fait des projets autour du tarot, puis je lis un peu les cartes de tarot de manière amateur. Pour moi, ça fait vraiment du sens que les deux, on a un background en littérature aussi, parce que la littérature, ça a cette espèce de cadre d'analyse-là des symboles, justement, puis de repérer des motifs qui reviennent dans un texte, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça dans le tarot et dans l'astrologie, tu sais. Oui, moi aussi, ça m'intéresse, la mythologie, mais j'avoue que l'astrologie en tant que telle, puis on en a déjà parlé par le passé, moi, j'avais un petit peu des espèces d'a priori par rapport à ça. Je pense que j'avais un petit peu une retenue. Puis c'est drôle parce que moi, mon signe, c'est Capricorne. Puis c'est un peu un cliché que les Capricornes n'aiment pas l'astrologie. Puis ça m'a toujours fait rire. C'est comme un signe qui est souvent associé à un point de vue très terre-à-terre, puis très pragmatique, justement, un peu cartésien, puis tout ça. Puis que moi, je luttais un peu contre ça parce que je suis artiste, justement. Je suis quelqu'un de très créatif puis qui est très ouvert sur le monde. Puis là, ça amène un peu au sujet de pourquoi est-ce qu'on est là aussi. C'est cette espèce de contradiction-là qu'on voit culturellement entre le côté, justement, cartésien puis le côté créatif ou le côté imaginaire, la mythologie puis tout ça. Puis les deux, on a ce point de vue-là. Puis en même temps, les deux, on a ces centres d'intérêt-là. Fait que parlons-en, tu sais. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Le début du zodiaque commence avec, mettons, le début de l'année. Tu sais, c'est comme le renouveau. L'astrologie occidentale a aussi débuté en Mésopotamie. Puis, tu sais, comme dès que tu es dans l'hémisphère nord, les jours rallongent, tu sais. Fait que même si on est au Québec, on le remarque aussi. Là, en plus, on a eu un changement d'heure. Là. On arrive dans des jours plus longs. Mais les 4 signes cardinaux, tu sais, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, sont arrimés aux équinoxes puis aux solstices. Mais bon, c'est ça. Le Bélier, c'est le premier signe. C'est un signe cardinal, donc ça veut dire qu'il débute des choses. Puis c'est un signe de feu. Tu sais, symboliquement, ça alimente, mais aussi ça réfléchit pas nécessairement. Tu sais, ça fait juste comme agir. Puis c'est ça le bélier, là, l'archétype du bélier, c'est, tu sais, je veux dire, on peut imaginer un bélier qui fonce dans une porte carrément, là, comme c'est ça. C'est juste, ça débute des choses. Ça se soucie pas de les terminer non plus. Ça se pose pas la question comment ça va les faire, ça fait juste faire. Puis effectivement, là, tu sais, comme quand on parle d'un point où on est comme à un genre d'inconfort puis on sait pas comment dealer avec les choses, des fois, l'énergie bélier... ça t'aide à débloquer. Chaque signe a une planète associée, puis le bélier, lui, sa planète, c'est Mars. Tu sais que son nom est pris directement du dieu de la guerre romain, là, Mars. Tout l'archétype de « je fonce dans le tas ». Mais chaque signe a comme ses forces, puis après ça, ils ont leur contrepoids. Mettons Balance, mais c'est juste, ben, t'as-tu pensé à toutes les autres options, tu sais? Puis il y a l'équinoxe astronomique, puis il y a aussi dans la roue des célébrations
plus païennes, là. Il y a Ostara. C'est la célébration de l'équinoxe. Puis ça fait un lien avec Pâques. Puis, tu sais, comme le renouveau, là. Fait que c'est ça, on revient à la vie, tu sais. C'est la période des impôts. Moi, je m'intéresse beaucoup aussi aux les documentaires sur les cultes, tu sais, sur les sectes, puis tout ça. Puis il y a des gens qui sont de la communauté scientifique qui intègrent ces sectes-là. Quand tu t'intéresses, en fait, à la science, tu te rends compte assez rapidement que c'est pas vrai que la science peut tout expliquer nécessairement. Puis parce que la science, en fait, c'est une méthode, justement. Quand ça devient une croyance, tu peux te faire démanteler cette croyance-là assez facilement. Avec le télescope James Webb, il y a comme toutes sortes de nouvelles images qui nous arrivent de l'espace. Puis là, on découvre plein de nouvelles affaires. Ça vient bouleverser certaines conceptions. Puis là, c'est drôle parce que j'avais le goût de dire croyances. Mais parce qu'à quelque part, il y a certaines choses dans l'astrophysique que, dans le fond, on dit que c'est des théories parce que c'est dur à prouver, mais c'est ce qui fait le plus de sens à partir des connaissances plus tangibles qu'on a. On fait un peu comme 1 + 1 = 2. Là. Parce que, dans le fond, la théorie du Big Bang, ça permettait d'expliquer un petit peu l'expansion de l'univers. Il y a des quantités de matière qui font pas vraiment de sens avec la manière dont l'univers prend de l'expansion. Parce que, dans le fond, une fois qu'ils ont découvert ça, ça remet tout en perspective, parce que c'est comme... ça veut dire que les calculs qu'on a faits à date par rapport à la vitesse à laquelle l'univers prend de l'expansion puis l'âge de l'univers se contredit. Sir Roger Penrose, OK? Puis là, il fait un beau graphique, justement. Puis là, c'est très drôle parce que c'est toujours comme une tentative de représenter des choses qu'on peut pas vraiment voir concrètement de nos yeux, là. Parce que, dans le fond, on tombe dans des choses de relativité entre l'espace, le temps, puis comme... On tombe dans les théories autour du multivers, OK? Le Big Bang, ce n'est pas le début du temps. Puis là, c'est drôle parce que le Big Bang, il y a quelque chose d'un peu Dieu qui crée le monde en 7 jours. Tu sais, c'est comme un peu instantané, là. Ouais. L'univers, c'est une espèce de réaction en chaîne. Puis qu'il y aurait peut-être différents univers. Puis la matière qu'on est capable d'observer qui est très loin comme ça, puis qui existe en quantité qui fait comme pas vraiment de sens, ce serait comme des résidus d'un univers précédent qui est plus vieux que notre univers. Ben, dans le fond, c'est comme... Est-ce qu'en fait, ce serait quelque chose de cyclique? Puis qu'il y aurait comme... pas un Big Bang, mais il y aurait comme plusieurs espèces d'explosions comme ça. Puis là, la manière dont ils le font visualiser, c'est comme une espèce de chaîne, là, justement, là, où est-ce que tu vois l'univers qui prend de l'expansion, qui ralentit. Puis là, tout à coup, il y a une autre explosion, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de questions par rapport au temps, là. Ouais. Là, je vais parler d'un sujet que je ne connais pas vraiment, encore moins, je dirais, que l'astrophysique, là. Fait que là, c'est quand même wild. J'ai vu comme une couple de vidéos qui parlaient de conception du temps africaine. Okay. Comme quoi que cette perception du temps qui est très linéaire, puis on quantifie le temps, justement. C'est comme, oui, il y a des cycles, il y a les cycles de saison, puis tout ça. Mais eux, vraiment, il y a comme un peu cette idée que le présent, le passé, le futur, ça existe tout un peu simultanément, puis que, justement, le temps, c'est très relatif parce que le temps est cyclique. Fait que tout ce qui est déjà arrivé va réarriver, puis comme... Ça fait un vraiment très beau lien avec l'astrologie, en fait. On a un zodiaque, puis les planètes font toujours le tour de ce zodiaque-là. Puis, dans notre point de vue, ils sont là, puis ils reviennent, puis ils ont tous des cycles. Puis c'est comme ça qu'on peut le calculer, tu sais, c'est prédéfini. Tu sais, par exemple, que Uranus a un cycle de 84 ans. C'est pour ça que quand tu arrives à l'âge d'à peu près 40-42 ans, t'as la midlife crisis. Ben, c'est pas juste pour ça, mais je veux dire, tu sais, il y a vraiment comme un lien direct qu'on peut faire avec le cycle de 82 ans. Ouais. Puis ça, depuis, comme... Ben là, Uranus... Que l'espérance de vie, même, était peut-être pas aussi... Non, c'est ça. Mais Uranus, ça, c'est particulier parce que c'est une planète qui était pas vraiment visible à l'œil nu. C'est qu'on l'a découverte au siècle des Lumières, l'époque à laquelle on découvre les planètes. Parce que Uranus, c'est une planète qui a été découverte avec les télescopes, puis ça a comme, justement, comme brisé la conception du monde. Dans les mythes anciens, comme Uranus, comme tel, le dieu, puis ça, c'est un marginal indépendant. On a découvert Neptune après, au 19e siècle, dans le temps où tout ce qui était comme spiritisme, full populaire, là. C'est une planète qu'on associe, en plus, à tout ce qui est comme... énergie invisible. Les époques auxquelles sont découvertes ces planètes-là sont comme teintées de même leur archétype, tu sais. Ben, puis c'est à ça que je pensais, justement, parce que je me disais, c'est drôle qu'il y ait ces découvertes-là qui se font
En même temps que j'ai l'impression que le concept de multivers, en ce moment, c'est tellement présent dans la culture populaire. Tu sais, je pense à genre Spider-Man, je pense à Everything Everywhere All at Once, tu sais, puis tout ce genre de... Là, bon, je nomme juste des films américains, mais je trouve ça vertigineux de penser à l'espace comme ça, puis au temps, puis à comme à quel point c'est vaste, puis tout ça. Ouais. Puis à quelque part, moi, je trouve ça très spirituel puis très mystique, justement. Ouais. Parce que je trouve que ça nous met face à comment notre existence, elle est très... C'est vraiment un grain de sable, là, puis que le monde est tellement vaste et tellement nous dépasse. Même avec de la méthode scientifique, tu sais, il y a des choses qui nous échappent, puis justement, l'univers prend de l'expansion. Ouais. Fait comme, plus que tu essaies de le rattraper, plus que... Plus qu'il s'en va. Oui! Les étoiles se déplacent puis se décalent un petit peu tout le temps. Ouais. Comment on vit avec ça, mettons, comme astrologue, tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien, les astrologues s'en sont rendus compte très rapidement là, qu'il y a des changements dans le ciel. Les Grecs anciens aussi avaient déjà la précession des étoiles. Pour déterminer le zodiaque, on s'est basé sur des constellations d'étoiles qu'on dit fixes, mais elles sont pas fixes. Là. C'est parce qu'elles sont fixes par rapport aux planètes qui bougent vraiment comme très visiblement plus rapidement. Là. Surtout qu'à l'époque, comme il n'y avait pas des télescopes, ils voyaient plus... il allait jusqu'à Saturne. Puis Saturne, son cycle, c'est comme à peu près 27 ans. Je veux dire, c'est pas super rapide, mais je veux dire, dans une vie, tu vas le voir habituellement, là, comme faire son cycle au complet. Là. Puis eux autres, ils font des calculations, puis ils se sont rendus compte que les étoiles étaient pas aux mêmes endroits, tu sais, dans le ciel. Ça bouge un petit peu à chaque année. Pour ça que, mettons, le bélier, il est arrimé à l'équinoxe, parce que l'équinoxe change à chaque année. On n'est plus sur le même zodiaque qu'on avait il y a 3000 ans, là. Comme des fois, il y en a qui disent que, il y a pas 12 signes, il y en a 13. Il y a plein d'étoiles, puis on a choisi des constellations qui sont des groupes d'étoiles pour former des signes. Puis, en fait... Ces constellations-là sont pas égales. Dans le système qu'on utilise, là, chaque signe a 30 degrés, puis on a une écliptique qui fait 360 degrés, puis on divise ça en 12. Puis les Grecs anciens, ils aimaient beaucoup la symétrie, puis tout ce qui était parfait, tu sais. Comme pour eux, la perfection, c'est une sphère, là. Mais tu sais, ça nous donne un système d'analyse, là. C'est les premiers sédentaires, mettons. Là. On regarde, tu sais, du jour au lendemain, du même point de vue, comme le ciel qui change, puis on fait des corrélations à, ben quand tel groupe d'étoiles est à peu près dans cette partie-là du ciel, ben j'ai plus de récoltes. Tu sais, c'est des observations comme ça, comme sur des millénaires qui ont construit ce système-là qui est l'astrologie, mais ça faisait partie de l'astronomie. Tout était ensemble. C'était comme le ciel nous indique ce qui se passe sur Terre. Tu sais, aujourd'hui, je pense que on est un petit peu déconnecté des fois de la science parce qu'on a des outils préfabriqués qui nous arrivent puis qui fonctionnent toutes seules puis que tu n'as pas besoin de comprendre comment ils fonctionnent. Alors que dans le temps, je pense que tu étais un petit peu plus dépendant de comprendre ton environnement, de comprendre le ciel, comment qui bouge, tout ça, pour être capable de survivre carrément. Ben oui. Le plus de base possible, puis là, on le vit encore, là, je veux dire, c'est soleil-lune, tu sais. Comme soleil, le jour, il y a de la lumière, c'est là que tu vois tout. Mais tu sais, comme quand t'avais pas d'électricité, la nuit, là, si t'avais pas la lune dans le ciel, là, les gens, mettons, accusent des astrologues d'être naïfs parce que ça tient pas compte du fait qu'on est dans un système solaire, blablabla, parce que les Grecs anciens étaient déjà au courant là, que la planète n'était pas le centre de l'univers, mais notre point de vue, c'est la Terre. Le système est géocentrique. Fait que même si on sait que la Terre tourne autour du Soleil, ben, de notre point de vue, le Soleil se lève et se couche à tous les jours. Dans l'écliptique du zodiaque, le Soleil, chaque jour, va changer de degré, puis à chaque mois, va changer de signe. Ça reflète ce qu'on vit sur Terre. On comprend ce système-là par rapport à nos expériences terrestres. T'sais. Quand on dit, mettons, Mercure est rétrograde, Mercure recule, c'est pas parce que on pense réellement que Mercure va en sens inverse, là. C'est plus qu'on le voit comme si il reculait vraiment. Dans la littérature, la narration des mythes, puis ainsi de suite. Faut comme embarquer dans une histoire pour la comprendre. Dans le sens où, je veux dire, les gens qui accusent les astrologues d'être naïfs puis de pas, juste de pas tenir compte de toutes les découvertes, blablabla, c'est comme... Ils comprennent pas. C'est comme le contrat de lecture quand on rentre dans un livre, tu sais. On accepte qu'on rentre dans une histoire. Ouais. Tu sais.
Puis c'est la même affaire avec l'astrologie. On accepte qu'on rentre dans un système qui a des fonctions qui sont différentes, puis c'est correct, tu sais. On peut accepter qu'il y a deux réalités qui vivent en même temps, tu sais. Un multivers. Quand t'es dans un conte, les animaux parlent, puis il y a de la magie, puis c'est correct. Ça fait partie de cet univers-là, tu sais. C'est ça. Là où c'est plus inquiétant, c'est quand on tombe dans, mettons, le littéralisme de la Bible, tu sais. Les gens vont vraiment dire des affaires comme il est écrit ça dans la Bible, faut pas le faire, tu sais. Il y a plein d'affaires qui sont écrites dans la Bible qui sont pas faites, sont pas écrites pour être littérales, tu sais. Puis là, ça me fait penser justement à, en ce moment, un truc qu'on entend beaucoup, c'est de la biologie évolutive, tu sais, cette idée que mais c'était comme ça chez tels animaux qui sont liés à nous, donc on devrait agir de telle manière, tu sais, ou que, les hommes préhistoriques vivaient de telle manière, donc c'est dans notre nature. Puis souvent, en plus, déjà, c'est basé sur un paquet de croyances qui n'ont absolument aucun fondement scientifique. Puis justement, de le voir comme un récit, puis de voir comment est-ce que ça l'a sculpté un petit peu nos perspectives par rapport à l'humanité. C'est quoi la différence entre un homme et une femme, par exemple? Parce que c'est souvent à ça que ça revient, là, des idées comme quoi que, c'est biologiquement chez nous qu'on est fait pour agir d'une telle manière ou pour comme... On tombe facilement dans l'eugénisme aussi, tu sais, comme pourquoi est-ce qu'on veut se justifier nos comportements par la biologie alors qu'on a le libre arbitre, tu sais, comme humain, on a la capacité de réfléchir, on a la conscience des autres, tu sais, on a l'empathie. Fait comme, pourquoi on voudrait s'enfermer dans des espèces de carcans comme ça, où est-ce que parce que c'est écrit dans ton ADN ou je sais pas trop, dans tes chromosomes que tu devrais agir d'une telle manière. C'est comme... Je pensais qu'on était au-delà de ça, justement. Tu sais, l'humanisme puis tout ça, tu sais, puis comme... Puis à quelque part, je faut pas... C'est là où faut pas virer fou avec ça. Là. Faut pas trop prendre les choses littéralement. Faut avoir cette espèce d'attitude ouverte d'exploration, tu sais, parce que faut accepter qu'on sait pas tout puis que la science n'est pas nécessairement... suffisante pour répondre à ces questions-là. Tu sais, comme la biologie, ça ne sert pas à répondre à des questions de philosophie, à des questions de politique puis de sociologie, tu sais. Fait que d'être capable, des fois, de séparer un peu les choses, là, tu sais, aussi, là. On a des conventions comme... Pour des raisons. Pour des raisons, oui, c'est ça. Grâce à une compréhension partagée du monde, tu sais, fait que... Puis c'est là où je pense que c'est particulier, parce que toutes les deux, on est d'accord qu'on n'est pas du tout anti-science. Moi, je me dirais plutôt anti-scientisme. Fait que je suis contre l'idée que la science peut tout expliquer, par exemple, parce que la science, d'habitude, c'est de la collecte de données qu'on analyse. Puis je pense qu'il y a des choses dont tu ne peux pas nécessairement collecter les données, tu sais, des choses qui sont justement plus... lié à l'imaginaire, à l'instinct, puis tout ça, qu'on peut essayer d'étudier, puis c'est intéressant, là, de voir des études qui se font sur l'imaginaire, puis tout ça, mais je pense que ça n'invalide pas nécessairement discours qui sont plus alternatifs par rapport à ça, tu sais, puis que peut-être que si on était un petit peu plus clément, puis un petit peu plus inclusif dans à qui on laisse le discours, on aurait moins ces espèces de courants-là anti-science qui se sentent pas inclus souvent, parce que c'est souvent ça, c'est des cas un peu... marginaux, justement. Que ce soit... parce que là, c'est sûr que la première chose à laquelle je pense, c'est la COVID. Pour les gens qui ont eu vraiment des complications liées à ça, puis tout ça, c'est vrai que ces gens-là, ils ont été tassés dans un coin. Puis en même temps, justement, je pense qu'il y a quelque chose à se dire, quand autant de gens se réunissent contre le statu quo, peut-être qu'on peut pas être d'accord nécessairement avec c'est quoi le discours exact qui est dit, mais peut-être symptomatique de quelque chose de valide. Mais ça m'a quand même choqué justement de voir, je pense que la fermeture d'esprit, ça peut aller dans n'importe quel sens, justement. Tu peux être New Age puis être fermé d'esprit, tu sais. Puis le problème, c'est quand t'es convaincu que t'es donc ouvert d'esprit, que tu te remets plus en question, tu sais. Fait que là, ça peut aller autant dans le sens de la science aussi, de pas être capable de se questionner ses principes, que de penser que toi, t'es tellement ouvert, tu sais. En tout cas, avant, puis c'est souvent des hommes là, qui avaient ce genre d'éducation à l'université et tout, t'étais éduqué sur toutes les sciences parce que les connaissances étaient assez limitées que tu pouvais savoir maîtriser toutes les sciences disponibles. Dans ce temps-là, cette idée de la science qui pourrait éventuellement tout expliquer, ça faisait bien du sens, tu sais. Mais aujourd'hui, tu pourras jamais de ton vivant comprendre toutes les disciplines scientifiques. Puis en fait, plus que tu sais de l'information, plus que tu réalises à quel point le champ d'expertise est vaste. Fait que si t'es quelqu'un de curieux, tu réalises assez vite que on saura jamais tout, tu sais. La COVID, en fait, ça remettait beaucoup en question cette espèce de croyance-là envers la science parce que on croyait un peu qu'on était à l'abri de ce genre de choses-là avec la médecine moderne, tu sais. Si tu pars de ce corps de pensée-là, que tu penses que les scientifiques, eux, ils savent tout,
Puis que là, t'arrives dans une situation comme ça où, d'habitude, la science est capable de régler ces problèmes-là. Puis là, elle n'est pas capable de le faire tout à coup. Puis là, il y a des choses, il y a des scientifiques qui se contredisent. Puis les méthodes pour contrôler la pandémie, ils se contredisent, tu sais. Puis ils sont pas toujours efficaces. Puis on revient sur des choses qu'on a dit, puis tout ça. Puis là, tout à coup, tu as l'impression qu'il y a comme une conspiration, puis que les choses qu'on te dit, ça n'a pas nécessairement de lien avec la science, puis que la vraie science, c'est quelque chose qui est séparé des mesures sanitaires, par exemple. T'sais. Ça n'empêche pas que Big Pharma, ça existe. Ça n'empêche pas que les politiciens, ils sont des fois corrompus ou ils sont biaisés par leur propre background personnel, leur relation avec la science. Ben, je veux dire, on n'avait jamais vécu une pandémie de cette échelle-là dans une société moderne où est-ce qu'on a des avions qu'on peut se déplacer d'un continent à l'autre, où est-ce qu'on a des objets qui se font livrer d'un continent à l'autre, puis tout ça. Fait que c'est bien plus dur dans ce temps-là de contrôler une pandémie. Parce que, tu sais, on va se le dire, dans le temps de la peste noire, il faisait juste fermer un village au complet. Tu sais, est-ce qu'on a envie de faire ça dans une société moderne où on a envie d'essayer peut-être de prendre soin les uns des autres puis de se protéger le plus possible, tu sais? Mais tu sais, comme quand on a parlé justement d'art, d'astro, de façons de penser qui sont pas comme... c'est ça, qui sont pas perçues comme légitimes ou qui sont perçues comme intuitives ou naïves. Tu sais, je trouve qu'il y a comme quelque chose de... historiquement, quand même assez misogyne là-dedans. Là, j'ai même pas touché à la question des sorcières. Les femmes, à plein d'époques, là, tu sais, qui avaient des connaissances justement des plantes, de plein de choses, là, ça reste assez ironique parce que c'est des personnes qui étaient des références que les gens consultaient pour avoir de l'aide, mais qui pouvaient pas être reconnues, tu sais. Et puis dès que ça clashait avec, mettons, l'autorité catholique, ben... Quand on pense à la chasse aux sorcières, la propension de persécution qu'on s'imagine est pas tout à fait réaliste en même temps parce que il y a pas tant de femmes que ça qui ont été mises au bûcher, par exemple, ou qui ont été pendues pour sorcellerie parce que, justement, il y avait un rôle social très important, en fait, ces femmes-là. C'est ça. Parce qu'au final, les femmes qu'on a pendues, c'est plus parce qu'ils remettaient en question l'autorité. Exactement. Ouais. Puis c'était aussi des exemples. Mais tu sais, je veux dire, là, en ce moment, c'est rare qu'on va se faire mettre sur le bûcher en 2026, là. Même au contraire, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de sorcières modernes. Si on parle au sens de quelqu'un qui vend des potions, puis c'est un peu touché parce qu'il faut faire la différence entre un charlatan et comme quelqu'un qui a vraiment, tu sais, comme je pense par exemple aux sages-femmes, puis tout ça. J'ai l'impression que je suis dans cette idée de mysticisme, mettons, plus, puis de vendre des solutions miracles, puis tout ça. Ce qui est, à quelque part, bien plus blasphématoire, en fait, que de te faire une tisane de gingembre parce que t'as mal au ventre, là, tu sais. Ça, c'est tellement présent, en fait, là. Je trouve ça comme un peu ironique aussi dans le sens où la tisane de gingembre est éprouvée parce que la science a rattrapé le gingembre. Il y a peut-être une époque où on comprenait pas tout à fait là, les vertus du gingembre, mais on savait que c'était bon pour nous puis on le prenait. Je le sais qu'on le sait que le gingembre, c'est bon, puis qu'il est recommandé, même par les médecins, parfois. Je pense pas qu'il y avait quoi que ce soit, mettons, dans les croyances chrétiennes contre le gingembre, tu sais. Comme si on allait voir une femme qui te recommandait de manger du gingembre parce que t'avais mal au ventre, tu sais, ça devait pas être si grave que ça. C'est curieux même de voir à quel point, tu sais, comme le spiritisme, puis le supernaturel, tout ça, en fait, coexistait avec la religion. Puis je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on a de la misère à se l'imaginer, mais c'est quand même très présent dans les cultures européennes, là. C'est l'idée qu'il y a des petits bonhommes qui viennent pendant la nuit. On revient à qu'est-ce qui est inexplicable un peu, puis qui sort de qu'est-ce que le cadre narratif, mettons, chrétien, justement, ou scientifique est capable d'expliquer. De nos jours, on a des nouveaux espèces de contes qui se créent, des nouveaux mythes, là, tu sais, justement comme la biologie évolutive ou ce genre de choses-là. Il y avait un peu ce même espèce de flou entre qu'est-ce qui est la science puis qu'est-ce qui est le mythe. Tu sais, de notre point de vue, dire qu'il y a des lutins puis des fées, ça a l'air vraiment comme... extrêmement naïf, tu sais. Il y a ça, tu sais, comme on a certaines informations qui nous poussent à croire certaines conclusions, tu sais. Mais je veux dire, il y a 2000 ans, peut-être que t'avais assez d'informations pour croire que est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une petite version de moi un petit peu magique qui soit passée là. Oui, puis je pense qu'il y a un truc qui m'a aidé à comprendre ça. Parce que quand tu regardes des cartes du monde là, anciennes, là, des fois, il y a des monstres de dessinée puis tout. Puis des fois, c'est juste artistique. Mais il y a vraiment des récits, comme quand tu lis les grands explorateurs, puis toutes des choses comme... Je pense que c'est Christophe Colomb qui raconte qu'il
il a croisé des sirènes, genre, en arrivant en Amérique. Puis là, tu fais comme... il était sous, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais vu comme cette idée que, en fait, les Lamentins, ils surnommaient des sirènes. Parce que, comme d'un certain point de vue, ou je sais pas trop, puis c'est dur à imaginer quand tu vois une photo d'un Lamentin, là, mais que ça pouvait avoir de l'air de ça, tu sais. Des fois, tu vois des représentations d'animaux exotiques par des peintres d'époque qui avaient jamais été en contact direct avec ces animaux-là. Tu sais, quand le monde est encore aussi jeune, puis que la science est encore aussi jeune, surtout justement la biologie, que c'est pas si fou que ça d'imaginer si nous, on est là, pourquoi il y aurait pas des petits lutins, si on découvre des espèces à chaque jour, pourquoi les licornes n'existeraient pas, on a vu des chevreuils avec des bosses en tête dans le bois, pourquoi pas, tu sais? Non, vraiment, c'est peut-être juste décrit justement avec les moyens qu'il y avait, parce que si, mettons, quelqu'un a fait une croisade en Afrique, puis qu'ils ont vu une girafe, comment tu décris ça à quelqu'un qui est en Europe, qui n'a jamais vu de girafe, tu sais, genre... Que non seulement jamais vu une girafe, mais que... Il y a toute une panoplie d'animaux qu'il n'a jamais vu. Ben Parce que ce qu'il a vu, c'est ça. Les chèvres dans sa cour puis les vaches. Là, c'est ça. Ça doit être impressionnant aussi, en plus. Puis si tu dois te dire, ça doit être comme quelque chose de, justement, un peu magique. Ou je pense que c'est un peu ça qu'on appelle magie. Tu sais, dans le sens où tout ce qui n'est pas expliqué par ce qu'on sait être la science empirique, mettons. De mon point de vue, je crois que, humblement, je dois accepter qu'il y a des choses qu'on comprend pas puis qu'on peut pas expliquer, puis qu'à la limite, c'est pas nécessairement mauvais. C'est juste là qu'on en est en ce moment. Je sais pas, là, si tu vois une apparition puis tu t'es convaincu que c'est un fantôme, on a des hypothèses. Puis on a des choses comme pour dire, genre, c'était peut-être une hallucination ou tu sais, t'étais peut-être, je sais pas trop. Mais tu sais, ça se peut. C'est que ça change pas ton expérience humaine. Si on parlait d'essentialisme puis tout, là, mais tu sais, comme quand je pense à la montée du masculinisme puis tout, il y a beaucoup cette idée justement de te séparer de tes émotions puis de tes croyances puis d'être comme très pragmatique puis tout ça. Il y a quelque chose de problématique puis de dangereux même à nier le fait que ton esprit il est faillible puis que t'as des biais puis que t'as des croyances. Peu importe à quel point tu veux être vraiment objectif, tu es influencé, t'es humain puis ces émotions-là, ils existent pareil, tu sais, même si tu essaies de les réprimer, puis de... J'ai vu une histoire récemment d'une femme qui était épileptique, qui a mis son bébé dans un micro-ondes pendant qu'elle faisait une crise d'épilepsie. Elle venait d'une région en Chine où est-ce que les crises d'épilepsie, c'est lié au monde des esprits. Parce que l'image qu'on a souvent quand on pense à une crise d'épilepsie, c'est comme quelqu'un qui fait le bacon en terre. Mais c'est vraiment plus large que ça, en fait. Là. Puis justement, il y a beaucoup de gens qui rapportent avoir posé des gestes de manière inconsciente ou semi-consciente ou qui ont des pertes de mémoire après de qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pendant leur crise d'épilepsie. Fait qu'ils sont pas nécessairement... Ils sont capables, des fois, de poser des gestes. Et ça peut causer des espèces d'hallucinations auditives ou visuelles. Puis dans sa culture, c'est connecté au monde des esprits. Puis ça fait que même dans le vocabulaire utilisé pour parler des crises d'épilepsie, puis dans la culture qu'eux autres ont, il y a plus cette présence-là des esprits. Quand elle a expliqué qu'est-ce qui est arrivé aux policiers, elle a parlé de démons ou genre d'esprits, puis les policiers ont comme pris pour acquis tout de suite qu'elle était psychotique ou quelque chose comme ça, tu sais, qu'elle avait vraiment eu une hallucination. Puis là, même ça vient aussi avec des espèces de biais culturels qu'on a par rapport à la psychose. Culturellement, on perçoit les gens qui font des psychoses comme étant dangereux, par exemple, tu sais. Parce que ça fait peur, je veux pas, de penser qu'il y a des choses qu'on voit qui sont pas vraies ou qu'il y a des pensées qu'on a qui sont fausses ou qu'il y a des gestes qu'on peut poser malgré nous, tu sais. Des policiers qui ont leur propre culture puis ils ont leur propre biais culturel. Et ça, puis il y avait la barrière du langage aussi. Puis là, elle qui essayait d'expliquer qu'est-ce qu'elle se rappelait, parce qu'en plus, l'épilepsie, ça vient avec des difficultés. Après, comme je disais, des fois, tu te rappelles pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé. Sur le coup, elle se rappelait plus. Elle se rappelait juste que elle avait eu des symptômes de « je vais faire une crise d'épilepsie » avant que ça arrive, tu sais. Puis elle se rappelait même pas d'avoir mis le bébé... Tu sais, en fond, comme elle s'est comme un peu réveillée avec un bébé, puis là, elle savait pas quoi faire, parce qu'elle savait pas qu'est-ce qui était arrivé au bébé, tu sais. Puis ça a fait que elle s'est fait reconnaître comme criminellement responsable, puis elle s'est fait envoyer en prison, tu sais. Puis là, bon, ils vont peut-être aller en appel ou de quoi, mais... Parce qu'il y avait la barrière du langage aussi, où est-ce que il expliquait qu'il y avait des expressions liées aux crises d'épilepsie qui étaient liées aux esprits, tout ça. Fait que là, c'est comme, est-ce que
est-ce qu'elle pensait vraiment qu'elle avait vu des esprits ou est-ce qu'elle essayait juste d'expliquer qu'elle avait fait une crise d'épilepsie puis c'était une manière de parler, tu sais? Ouais. Fait que comme... Des fois, ça fait tellement partie de la culture, je pense. Ouais. Puis à quelque part aussi, le fait justement que c'était une femme d'une autre culture puis qu'elle parlait d'esprit, ça l'a fait peur tout de suite aux policiers, puis ça a comme sonné des cloches, puis tout le médecin aussi qui la suivait, il était pas de sa culture, alors qu'il avait évalué qu'il était pas en dépression. Puis là, il est allé dire pourtant en cours que oui, il était en dépression, puis c'était pour ça probablement qu'elle avait fait ça. Fait que là, dans d'autres cultures, des fois, les apparitions comme ça, quand t'as une espèce de mythe pour te l'expliquer comme ça, des fois, ça dédramatise, puis ça permet de mieux vivre avec. Peu importe comment tu définis réel, ton expérience vécue est réelle. C'est ce que je pense réellement, c'est que la science l'explique pas, puis on a peut-être des hypothèses, mais on sait vraiment pas tout, tu sais. Qu'est-ce qui dit vraiment que les apparitions sont pas possibles, comme puis pas un jour explicable par la science? Même si, finalement, c'est un phénomène qui se passe juste dans le cerveau, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, de se dire comme, pourquoi est-ce que ton hallucination, mettons, ton cerveau, il fait le lien entre un démon ou un esprit ou les ancêtres. Ou, tu sais, comme... C'est là où c'est intéressant de voir comment la culture, ça va aussi comme forger ta subjectivité aussi, tu sais, à un niveau qui est vraiment instinctuel. Est-ce qu'on peut exister en tant qu'artiste puis se poser des questions sur le monde sans avoir à passer par la recherche scientifique telle que proposée par l'autorité? Avant, l'autorité, c'était la religion. Puis là, les Lumières sont arrivées, puis on a fait « OK, on veut plus la religion, on veut juste la science pure. » La volonté était pas mauvaise, tu sais, de juste faire « On va se renseigner juste sur ce qu'on voit dans la nature, puis pas à partir de nos croyances. » Mais la science, ça peut être réconfortant de la même façon qu'une religion, tu sais, dans le sens où tu vas vers ce que tu crois être vrai ou ce que tu sais, mettons, être vrai, ben ça te réconforte dès que tu décides de sortir un petit peu du carcan de l'autorité. Là, on dirait qu'on est un petit peu comme vraiment dans le vide, un petit peu comme dans une sorte de limbe vraiment pas confortable, mais est-ce que c'est pas ça un peu la recherche de l'artiste, justement, tu sais, comme d'aller voir au-delà de ce qu'on connaît, tu sais? Il y a beaucoup d'artistes qui sont des marginaux, ça fait un peu ça, tu sais, quand tu sors de ce qui est attendu, des fois ça choque, c'est impressionnant, puis les gens savent plus, mais en même temps, c'est comme une espèce d'enchantement. Puis, tu sais, il y a aussi ça, une espèce de lien avec la magie. Puis là, la magie, ça fait peur. Tu comprends pas trop, puis c'est comme, hey, c'est weird, puis ça devrait pas être de même. Hey, tu me fais penser à l'espèce de scandale qu'il y a eu dernièrement autour de angine de poitrine. Mon Dieu, que le monde n'en revienne pas que des musiciens portent des costumes. Tu sais, c'est comme... Pour laisser place à la création, on a comme un peu besoin de sortir, justement, tu sais, du système. Moi, je trouve que ça fait souvent partie, justement, du processus de, à un moment donné, tu frappes un espèce de mur où est-ce que t'es comme... La direction dans laquelle j'allais puis la méthode que je prenais pour y arriver, ça fonctionne plus. Puis il faut vraiment que je change de cadre. Il y a comme un moment de néant. Puis finalement, il y a quelque chose qui te débloque de ça, mais il faut comme avoir une espèce d'ouverture, une acceptation de ça. En même temps, dans la création, il y a souvent cette espèce de tension-là aussi, entre, OK, ben là, j'ai eu cette espèce de moment explosif de créativité où est-ce que j'ai sorti toutes sortes d'affaires. Là, il y a comme un moment où t'es comme, OK, maintenant, j'ai une idée vers quoi je vais, puis je vais comme recadrer. T'sais. On dirait que j'oublie que c'est comme ça que ça se passe, puis là, je me ramasse dans le moment où est-ce que tout bloque, puis c'est pas le fun. Puis j'oublie que, non, c'est parce qu'il faut juste que tu ouvres un petit peu les fenêtres, puis t'aères ça. Oui. Oui, parce que c'est un inconfort, puis que tout le monde le voit comme un inconfort, c'est comme si on veut pas dealer avec. On veut juste pas... Mais il faut dealer avec. Il y a aussi peut-être une distinction entre c'est quoi l'art réellement puis c'est quoi l'art académique, tu sais. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que quand tu as une formation académique, on dirait que tu es poussé beaucoup à vouloir justifier qu'est-ce que tu fais. Puis c'est là où je pense que tu peux commencer toi-même à te fermer des portes puis à t'auto-censurer puis à ne pas aller vers certains sujets justement parce que t'as pas nécessairement une idée claire de ce sujet-là, puis c'est un peu un danger à quelque part parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on évite d'aborder, tu sais. Puis moi, en tout cas, je l'ai vécu dans mon dernier projet parce que je parlais de l'aquariophilie. Tu sais, j'avais comme différents points de vue par rapport à ça. Puis j'étais comme, est-ce que je suis obligée de prendre position par rapport à ça? Parce que
j'ai l'impression que je vais me le faire demander ou comme Ouais. que je vais devoir l'expliquer. Puis, ben, c'est pas nécessairement mon but, en fait, en créant. C'était justement d'explorer différentes perspectives autour de ce sujet-là, tu sais. Ben, si on veut faire des demandes de bourse, si on veut appliquer à des résidences ou à des appels de projet, ben, il faut qu'on soit capable d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Puis le fait de devoir expliquer qu'est-ce qu'on fait, ben là, ça met dans une case déjà qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça guide la lecture de notre travail. Tu décris pas mal ma position parce que justement, j'ai un doctorat. J'ai étudié en musique électroacoustique. C'est une discipline hyper comme pointue. C'est une discipline qui est très, très jeune puis qui veut beaucoup se défendre, tu sais, se légitimiser. On a la tradition de la composition musicale, instrumentale, comme plus éprouvée, mettons, là, depuis, tu sais, des millénaires. On arrive avec une composition qui se fait à partir d'objets sonores, d'enregistrements, qu'on peut pas mettre dans des scores, qu'on peut pas vraiment comme planifier du début à la fin avant de le faire, tu sais. Fait que c'est perçu comme une discipline qui est comme naïve ou intuitive, tu sais, parce que c'est du son, tu sais, tu peux pas avoir comme une idée déjà formée d'avance. Tes méthodes d'analyse puis de compréhension de ton matériau, ça va être différent parce que quand tu connais les instruments avec lesquels tu travailles, tu sais, un violon, ça fait tout le temps à peu près le même son, un piano, ça fait tout le temps... Tu sais, tu peux les modifier, c'est sûr, là, mais je veux dire, comme ils sont conçus pour faire un son particulier, pour avoir des habiletés particulières, tu sais, de variété de sons, et ainsi de suite. Puis quand tu arrives dans la prise de son d'objets, de n'importe quel objet, d'objets de tous les jours, de prise de son environnementale, de lieux, de... Peu importe, tous les sons sont uniques, là. Fait qu'on n'a pas de système pour dire, comme, je vais placer tel son à tel endroit, puis ça va faire telle forme musicale. Fait que la pensée musicale est complètement différente. C'est plus accepté maintenant que quand ça a commencé dans les années 60. Parce qu'on a plus de recherches, on a plus de gens qui en font, c'est plus mainstream, c'est plus accessible aussi. Tu sais, en tant qu'artiste, je trouve ça extrêmement difficile de faire de l'art pour faire de l'art. Tu sais, comme je trouve ça vraiment difficile de créer une œuvre, mettons en tant que compositrice, juste avec des sons. Si je sais pas qu'est-ce que je fais avec ces sons-là. Tu sais, comme, je veux dire, je peux bien jammer puis trouver ça le fun, mais il y a comme quelque chose que ça ne me meut pas assez. J'ai besoin d'avoir quelque chose à dire avec, tu sais. J'ai besoin d'avoir quelque chose à partager, un émerveillement à partager, quelque chose, tu sais. Puis je suis très consciente que c'est pas la réalité de tout le monde, là. Mais je trouve que pour moi, c'est comme... Ça rend ça encore plus difficile. Pas comme une artiste prolifique, puis tout est facile, puis tu sais, je veux dire... Puis oui, ça me fait du bien de faire de la création et tout ça, mais comme... On dirait que moi, pour faire de la création, il faut que que je vive longtemps avec l'idée puis que ça ressorte après. Mais ça, encore une fois, tu sais, c'est du temps de création qui est pas quantifiable, puis ça fait peur. Que justement, quand tu parles d'un système dans lequel il faut que tu appliques pour des subventions, puis tu vas chercher des bourses de création, mais il faut que tu quantifies tes heures mises sur ton projet. Oui, là, tu sais, je peux quantifier les heures que je passe en studio, puis les heures que je mets sur la création. Je peux me payer pour ça, tu sais. Tu te donnes un objectif, ton objectif change en cours de route. Puis là, ben, c'est tout aussi le jeu avec les bourses de création, tu sais. Tu vas te donner un objectif, puis après ça, il faut que tu le remodèles à la fin dans ton rapport. C'est pas mauvais, là, puis je pense que les conseils des arts sont au courant aussi, là, que ça bouge beaucoup. Là. Je pense que c'est le même un peu pour tout le monde dans le processus de Oui. création. Je pense que c'est assez rare que c'est vraiment une ligne droite puis que Exactement. ce que tu as prévu de faire, c'est exactement ça que tu remets à la fin. Mais il y en a qui le font vraiment comme ça. Mais... Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode de Pour convaincre un Capricorne. Vous pouvez trouver Marianne sur son Instagram à Marie Godbout. Ça, c'est M-A-R-I, Godbout, en un seul mot. Ou vous pouvez me trouver moi aussi sur Instagram, VM_. Vous pouvez aussi me trouver sur Blue Sky, VMacera, ou à mon site web, vanessamacera.com. Et puis, si vous voulez une consultation d'astrologie, vous pouvez toujours visiter mon site web, witchcosmic.com. Bye!